Chapitre 1. Un écueil fuyant. L'année 1866 fut marquée par un événement bizarre, un phénomène inexpliqué et inexplicable, que personne n'a sans doute oublié. Sans parler des rumeurs qui agitaient les populations des ports et surexcitaient l'esprit public à l'intérieur des continents, les gens de mer furent particulièrement émus. Les négociants, armateurs, capitaines et navires, skippers et masters de l'Europe et de l'Amérique, officiers de marine, militaires de tous les pays, et après eux, le gouvernement des divers États des deux continents, se préoccupèrent de ce fait au plus haut point. En effet, depuis quelque temps, plusieurs navires s'étaient rencontrés sur mer avec une chose énorme. Un objet long, fusiforme, parfois phosphorescent, infiniment plus vaste et plus rapide qu'une baleine. Les faits relatifs à cette apparition, consignés aux divers livres de bord, s'accordaient assez exactement sur la structure de l'objet et de l'être en question. La vitesse inouïe de ses mouvements, la puissance surprenante de sa locomotion, la vie particulière dont il semblait doué. Si c'était un cétacé, il surpassait en volume tous ceux que la science avait classés jusqu'alors. Ni Cuvier, ni Lacépède, ni M. Dumézil, ni M. Quatrefange n'eussent admis l'existence d'un tel monstre. À moins de l'avoir vu, ce qui s'appelle vue de leurs propres yeux de savants. À prendre la moyenne des observations faites à diverses reprises, en rejetant les évaluations timides qui assignaient à cet objet une longueur de 200 pieds, et en repoussant les opinions exagérées que lui disaient large d'1 mille et long de 3, on pouvait affirmer cependant que cet être phénoménal dépassait de beaucoup toutes les dimensions admises jusqu'à ce jour par les ichthyologistes, s'ils existaient toutefois. Or, il existait. Le fait en lui-même n'était plus niable. Et, avec ce penchant qui pousse au merveilleux la cervelle humaine, on comprendra l'émotion produite dans le monde entier par cette surnaturelle apparition. Quant à la rejeter au rang de fable, il fallait y renoncer. En effet, le 26 juillet 1866, le steamer Governor Higginson de Calcutta and Burnham Steam Navigation Company avait rencontré cette masse mouvante à 5 milles dans l'est des côtes de l'Australie. Le capitaine Baker se crut tout d'abord en présence d'un écueil inconnu. Il se disposait même à en déterminer la situation exacte. Quand deux colonnes d'eau, projetées par l'inexplicable objet, s'élancèrent en sifflant à 500 pieds dans l'air, donc à moins que cet écueil ne fût soumis aux expansions intermittentes d'un geyser, le gouverneur Higginson avait affaire à bel et bien à quelques mammifères aquatiques, inconnus jusque-là, qui rejetaient par ces évents des colonnes d'eau mélangées d'air et de vapeur. Pareil fait fut également observé le 23 juillet de la même année dans les mers du Pacifique par le Cristobal Colon de West India and Pacific Steam Navigation Company. Donc, ce cétacé extraordinaire pouvait se transporter d'un endroit à un autre avec une vélocité surprenante, puisqu'à 3 jours d'intervalle, le gouverneur Higginson et le Cristobal Colon l'avaient observé à 2 points de la carte séparés par une distance de plus de 700 lieues marines. 15 jours plus tard, à 2000 lieues de là, l'Helvetia de la Compagnie nationale et le Shannon du Royal Mail, marchant à contrebord dans cette portion de l'Atlantique comprise entre les États-Unis et l'Europe, se signalèrent respectivement le monstre par 42,15° de latitude nord et 60,35° de longitude à l'ouest du méridien de Greenwich. Dans cette observation simultanée, on crut pouvoir évaluer la longueur minimum du mammifère à plus de 350 pieds anglais, ce qui est environ 106 mètres pour nous. Puisque le Shannon et l'Helvetia étaient de dimensions inférieures à lui, bien qu'il mesurait 100 mètres de l'étrave à l'étain-botte, donc de bout en bout. Or, les plus vastes baleines, celles qui fréquentent les parages des îles dont je ne prononcerai pas le nom pour ne pas les écorcher, n'ont jamais dépassé la longueur de 56 mètres, si même elles l'atteignaient. Ces rapports arrivaient court sur coup de nouvelles observations faites à bord du transatlantique le Pereire. Un abordage entre l'Etna et la ligne Imam et le monstre un procès-verbal dressé par les officiers de la frégate française, la Normandie, un très sérieux relèvement obtenu par l'état-major du commodore Fitzjames à bord du Lord Clyde, émurent profondément l'opinion publique. Dans des pays d'humeur légère, on plaisantait le phénomène, mais les pays graves et pratiques, l'Angleterre, l'Amérique, l'Allemagne s'en préoccupèrent vivement. Partout dans les grands centres, le monstre devint à la mode. On le chanta dans les cafés, on le bafoua dans les journaux, on le joua sur les théâtres. Les canards eurent une belle occasion de pondre des œufs de toutes les couleurs. On vit réapparaître dans les journaux, à court de copies, tous les êtres imaginaires et gigantesques depuis la baleine blanche, le terrible Moby Dick, des régions hyperboréennes, jusqu'au kraken démesuré dont les tentacules peuvent enlacer un bâtiment de 500 tonneaux et l'entraîner dans les abîmes de l'océan. On reproduisit même les procès-verbaux des temps anciens, les opinions d'Aristote et de Pline, qui admettaient l'existence de ces monstres. Puis les récits norvégiens de l'évêque Pontoppidan, les relations avec Paul Hage, et enfin les rapports avec M. Harrington, dont la bonne foi ne peut être soupçonnée quand il affirme avoir vu, étant à bord du Castillon en 1857, cet énorme serpent qui n'avait jamais fréquenté alors les mers de l'ancien constitutionnel.
Alors, éclata l'interminable polémique des crédules et des incrédules dans les sociétés savantes et les journaux scientifiques. La question du monstre enflamma les esprits. Les journalistes qui font profession de science, en lutte avec ceux qui font profession d'esprit, versèrent des flots d'encre pendant cette mémorable campagne, quelques-uns même 2 ou 3 gouttes de sang, car du serpent de mer ils en virent aux personnalités les plus offensantes. 6 mois durant, la guerre se poursuivit avec des chances diverses. Aux articles de fond de l'Institut géographique du Brésil, de l'Académie royale des sciences de Berlin, de l'Association britannique de l'institution Smithsonienne de Washington, aux discussions de The Indian Archive. Ouah. Bon, beaucoup de journaux en font la critique. Ces spiritueux écrivains, parodiant un mot de Linné, cité par les adversaires du monstre, soutinrent en effet que la nature ne faisait pas de saut. Si ils adjudèrent leurs contemporains de ne point donner un démenti à la nature en admettant l'existence des krakens, des serpents de mer, des moby-dick et d'autres élucubrations de marins en délire, enfin, dans un article d'un journal satirique très redouté, le plus aimé de ses rédacteurs, bronchant sur tout, poussant au monstre comme Hippolyte, lui porta un dernier coup et l'acheva au milieu d'un éclat de rire universel. L'esprit avait vaincu la science. Pendant les premiers mois de l'année 1867, la question parut être enterrée et ne semblait pas devoir renaître, quand de nouveaux faits furent portés à la connaissance du public. Il ne s'agissait plus alors d'un problème scientifique à résoudre, mais bien d'un danger réel, sérieux à éviter. La question prit une toute autre face. Le monstre redevint îlot, rocher, écueil, mais écueil fuyant, indéterminable, insaisissable. Le 5 mars 1867, le Moravian de Montréal Ocean Company, se trouvant pendant la nuit par 27,30 de latitude et 72,15 de longitude, heurta dans sa hanche de tribu un roc qu'aucune carte ne marquait dans les parages. Sous l'effort d'un combiné du vent et de ses 400 chevaux vapeur, il marchait à la vitesse de 13 nœuds. Nul doute que sans la qualité supérieure de sa coque, le Moravian, ouvert au choc, ne se fût englouti avec les 237 passagers qu'il ramenait au Canada. L'accident était arrivé vers 5 heures du matin, lorsque le jour commençait à poindre. Les officiers de quart se précipitèrent à l'arrière du bâtiment, ils examinèrent l'océan avec la plus scrupuleuse attention. Ils ne virent rien, si ce n'est un fort remous qui brisait à 3 encablures, comme si les nappes liquides eussent été violemment battues. Le relèvement du lieu fut exactement pris, et le Moravian continua sa route sans avarie apparente. Avait-il heurté une roche sous-marine, ou quelques énormes épaves d'un naufrage? On ne put le savoir. Mais examen fait de sa carène dans les bassins du Radoub qu'il fut reconnu qu'une partie de la quille avait été brisée. Ce fait, extrêmement grave en lui-même, eût peut-être été oublié comme tant d'autres, si, 3 semaines après, il ne fut pas reproduit dans des conditions identiques. Seulement, grâce à la nationalité du navire victime de cet abordage, grâce à la réputation de la compagnie à laquelle ce navire appartenait, l'événement eut un retentissant énorme. Personne n'ignore le nombre du célèbre armateur anglais Cunard. Cet intelligent industriel fonda en 1840 un service postal entre Liverpool et Halifax, avec 3 navires en bois à roues d'une force de 400 chevaux et d'une jauge de 1162 tonneaux. 8 ans après, le matériel de la compagnie s'accroissait de 4 navires de 650 chevaux et de 1820 tonnes. Et, 2 ans plus tard, 2 autres bâtiments supérieurs en puissance et en tonnage. En 1853, la compagnie Cunard, dont le privilège pour les transports des dépêches venait d'être renouvelé, ajouta successivement à son matériel l'Arabia, le Persia, le China, le Scotia, le Java, le Russia. Tous les navires de première marche et des plus vastes qui, après le Great Eastern, eussent jamais sillonné les mers. Ainsi donc, en 1867, la compagnie possédait 12 navires, dont 8 à roues et 4 à hélices. Si je donne ces détails très succincts, c'est afin que chacun sache bien quelle est l'importance de cette compagnie de transport maritime connue du monde entier pour son intelligente gestion. Nulle entreprise de navigation transocéanienne n'a été conduite avec plus d'habileté. Nulle affaire n'a été couronnée de plus de succès. Depuis 26 ans, les navires Cunard ont traversé 2000 fois l'Atlantique et jamais un voyage n'a été manqué, jamais un retard n'a eu lieu, jamais ni une lettre, ni un homme, ni un bâtiment n'ont été perdus. Aussi, les passagers choisissent-ils encore, malgré la concurrence puissante que lui fait la France, la ligne Cunard de préférence à tout autre. Ainsi qu'il appert d'un relevé fait sur les documents officiels des dernières années. Ceci dit, personne ne s'étonnera du retentissement que provoqua l'accident arrivé à l'un des plus beaux steamers. Le 13 avril 1867, la mer étant belle, la brise maniable, le Scotia se trouvait par 15,12 degrés de longitude et 45,37 degrés de latitude. Il marchait à une vitesse de 13 nœuds 43 centièmes
sous la poussée de ses 1000 chevaux vapeur. Ses roues battaient la mer avec une régularité parfaite. Son tirant d'eau était alors de 6 mètres 70 cm et son déplacement de 6624 mètres cubes. À 4h17 du soir, pendant le lunch des passagers réunis dans le grand salon, un choc, peu sensible en somme, se produisit sur la coque du Scotia par la hanche et un peu en arrière de la roue de bâbord. Donc bâbord, c'est la gauche. Dans bâbord, il y a un A comme dans gauche. Dans tribord, il y a un T comme dans droit. Le Scotia n'avait pas heurté, il avait été heurté, et plutôt par un instrument tranchant ou perforant que contondant. L'abordage avait semblé si léger que personne ne s'en fut inquiété à bord, sans les cris des cavaliers qui remontèrent sur le pont en s'écriant « Nous coulons, nous coulons !» Tout d'abord, les passagers furent effrayés, très effrayés, mais le capitaine Anderson se hâta de les rassurer. En effet, le danger ne pouvait être imminent. Le Scotia, divisé en 7 compartiments par des cloisons étanches, devait braver impunément une voie par l'eau. Le capitaine Anderson se rendit immédiatement dans la cale et reconnut que le 5e compartiment avait été envahi par la mer, et la rapidité de l'envahissement prouvait que la voie d'eau était considérable. Fort heureusement, ce compartiment ne refermait pas les chaudières, car les feux se fussent subitement éteints. Le capitaine Anderson fit stopper immédiatement l'un des matelots, plongea pour reconnaître l'avarie. Quelques instants après, on constatait l'existence d'un large trou de 2 mètres dans la carène du steamer. Une telle voie d'eau ne pouvait être aveuglée, et le Scotia, ses roues à demi noyées, dut continuer ainsi son voyage. Il se trouvait alors à 300 miles du Cap Clear, et après 3 jours d'un retard qui inquiéta vivement Liverpool, il entra dans le bassin de la compagnie. Les ingénieurs procédèrent alors à la visite du Scotia, qui fut mis en cale sèche. Ils ne purent en croire leurs yeux. À 2,5 mètres au-dessus de la flottaison s'ouvrait une déchirure régulière en forme de triangle isocèle. La cassure de la tôle était d'une netteté parfaite et n'eût pas été frappée plus sûrement à l'emporte-pièce. Il fallait donc que l'outil perforant qui avait été produit fût d'une trempe peu commune, et après avoir été lancé avec une force prodigieuse, ayant ainsi percé une tôle de 4 cm, il avait dû se retirer de lui-même car un mouvement rétrograde est vraiment inexplicable. Tel était ce dernier fait qui eut pour résultat de passionner à nouveau l'opinion publique. Depuis ce moment, en effet, les sinistres maritimes qui n'avaient pas de cause déterminée furent mis sur le compte du monstre. Ce fantastique animal endossa les responsabilités de tous ces naufrages, dont le nombre est malheureusement considérable. Car sur 3000 navires dont la perte est annuellement réservée au Bureau Veritas, le chiffre des navires à vapeur ou à voile supposés perdus corps et biens par la suite d'absence de nouvelles ne s'élève pas à moins de 200. Or, ce fut le monstre qui, justement ou injustement, fut accusé de leur disparition. Et, grâce à lui, les communications entre les divers continents devenaient de plus en plus dangereuses. Le public se déclara et demanda catégoriquement que les mers furent enfin débarrassées et à tout prix de ce formidable cétacé. Fin du chapitre 1.